Avoir la planète à cœur, c'est, je pense, être la planète. Protéger, respecter les équilibres naturels et la diversité des êtres vivants, y compris les êtres humains. Pour moi, ça signifie réencastrer l'économie dans la société. Ça veut dire rendre l'économie au service de la société et non pas au service d'intérêts privés. C'est créer du lien, se relier à la Terre, se relier aux autres humains. On positionne toujours l'homme d'un côté, la planète de l'autre. On a une vraie difficulté à simplement être, quoi. Et être dans cette planète et en faire partie. Je suis Jean-Marie Pierlot, je suis retraité depuis 2-3 ans et j'ai travaillé dans le secteur associatif pendant à peu près 25 ans. Et en plus, j'ai enseigné un cours à l'université sur la communication associative, la communication des associations. Je suis Edwin Zakaï, je suis professeur à l'ULB sur les questions d'écologie. Je travaille dans le domaine de l'environnement, peut-être pas depuis 40 ans, mais depuis une bonne trentaine d'années. Et j'ai fait aussi un passage à un moment donné à Inter-Environnement Wallonie. 40 années de lutte des associations regroupées autour d'Inter-Environnement Wallonie. Ce sont à la fois des succès, parfois certains échecs, mais en tout cas, c'est montrer en quoi l'action associative, elle permet d'avancer dans les conquêtes d'environnement, parfois avec des entreprises, parfois avec des pouvoirs publics, ou parfois en luttant contre eux et elles, dans la mesure où parfois la défense d'intérêts privés, par exemple, va à l'encontre de la défense de l'intérêt commun et de l'environnement qui est associé. On est frappé du nombre d'histoires qui prennent vraiment des années. Et donc là, je dirais que le rôle d'Inter-Environnement a été important pour donner une base pérenne à des petites associations qui auraient eu plus de mal en fait à avoir cette durée. Moi, je m'appelle Charlotte Leux, je travaille à l'UCL comme postdoctorante. J'ai terminé il y a 2 ans une thèse dans le domaine de la philosophie de l'écologie. Je m'appelle Geoffroy de Scuter, et puis ça fait 40 ans que je fonctionne dans le monde associatif environnemental. Ça inspire un certain enthousiasme de voir la diversité des initiatives qui sont prises. Il y a quand même une unité dans le style des personnages. Il y a peu de très jeunes, et de jeunes fous, quoi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça veut peut-être dire qu'ils ne se retrouvent pas là. Ce qu'on a certainement acquis, c'est que l'environnement existe. Il y a 40 ans, quand moi j'étais gamin dans des associations naturalistes locales, quand j'étais objecteur, on était des poètes, quoi. C'était les petites fleurs, les petits oiseaux. C'était gentil, mais personne ne nous prenait au sérieux. Il n'y avait pas de ministre de l'environnement. Il n'y avait pas de budget pour l'environnement. On ne parlait pas de l'environnement au JT. Ça c'est un acquis indiscutable. Dans les années 70-80, il y a eu des protestations gigantesques contre l'installation de nouvelles centrales nucléaires. Aujourd'hui, à part quelques inconscients, je pense que la majorité de la population se rend compte, après Fukushima, après Tchernobyl, que l'énergie nucléaire va vers une impasse. Et même au sein de l'industrie nucléaire elle-même, on voit bien que les grosses entreprises françaises, par exemple, telles qu'Areva et d'autres, sont en train de faire faillite parce qu'il n'y a pas d'avenir pour le nucléaire. Donc ça, c'est un exemple d'évolution où des populations ont attiré l'attention parce qu'elles étaient conscientes, avant tout le monde peut-être, de ces dangers. On a eu des améliorations, comme dans toute l'Europe d'ailleurs, autour de questions où on peut avoir des évolutions techniques comme justement les décharges, le recyclage des déchets, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Ce sont des domaines où on a eu un certain nombre d'améliorations. Par contre, lorsque les causes des problèmes sont plus profondes, comme la question du changement climatique qui est liée à la consommation d'énergie vraiment forte dans nos sociétés, ou la biodiversité qui est un problème qui s'accroît du fait de l'habitat, des habitudes et des modes de vie, là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des améliorations. Je pense qu'il faut être conscient du fait que les innovations technologiques sont importantes mais les limitées et qu'une remise en question plus structurelle de notre modèle économique est impératif. Et derrière cette remise en question, notamment du modèle de la croissance,
une réflexion en fait philosophique ne va pas pouvoir être évacuée parce qu'en remettant en question cet idéal de croissance, on va remettre en question toute une série de représentations de ce qu'est l'humain, de ce qu'est la nature, de ce qu'est le développement, de ce qu'est l'objectif pour finir de la vie humaine en tant que collectivité. On doit vraiment se construire une vision de demain. Et donc on doit vraiment changer de niveau de compréhension de regard, se poser la question du sens, la question du bonheur, la question de, voilà, c'est pourquoi qu'on est là et qu'est-ce qu'on fait de nos 24 heures par jour, et de chaque seconde, puisqu'il n'y en a jamais qu'une à la fois. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'arriver à ce niveau de discours-là, qui forcément est ésotérique, pour construire quelque chose d'autre, qui sera un nouveau modèle, qui aura ses défauts dans 100 ans ou dans 70 ans. C'est pas grave, mais c'est celui dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Je pense que les citoyens ont attendu trop du pouvoir politique jusqu'ici. Et aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que la démocratie représentative, telle qu'elle existe depuis un peu plus d'un siècle, même davantage, elle arrive au bout de son chemin. Et aujourd'hui, on a besoin d'une démocratie participative. On a l'impression d'une difficulté de réforme politique. On a l'impression que la décision échappe pour une certaine part aux décideurs politiques et qu'il y a des fonctionnements économiques importants qui sont assez difficiles à modifier. On pourrait même presque parfois se sentir un peu schizophrène entre ce que disent les scientifiques et ce qui se dit dans les débats politiques. Ou pour finir, ça semble être une question dont on parle en fin de débat, une question auxiliaire, une question d'option. Au fond, est-ce qu'on voudrait être plus ou moins écolo Non, c'est pas ça, c'est pas de cet ordre-là. C'est la base sur laquelle on doit construire la société de demain. C'est l'incontournable. Le paradoxe, c'est que les citoyens et aussi la société civile sont assez prêts dans leur ensemble à remettre en jeu et à remettre en question le modèle de la surconsommation, de la croissance, etc., comme n'étant pas un modèle qui apporte du bien-être, parce qu'ils vivent le stress, etc., tout le temps. Mais que paradoxalement, ceux qui s'y enferment le plus, ça reste les politiques. Mais ça reste aussi les politiques que ces citoyens choisissent. Et donc un des nœuds est là. Ce n'est pas que le politique, parce que ça c'est trop poujadiste, trop simple, mais c'est l'attitude du citoyen lorsqu'il rentre dans le bureau de vote, qui se place et s'enferme dans cette posture-là. Et qui n'a pas aujourd'hui la capacité à en sortir, probablement parce qu'on ne lui propose pas un modèle suffisamment crédible à la fois, qui donne envie et qui est radical. Il y a une forme de déni collectif par rapport à la crise écologique. Et le déni, en psychanalyse, c'est le fait d'exclure de la conscience quelque chose qui pourtant est un événement majeur dans la vie de quelqu'un. Donc quand on parle d'un déni de grossesse, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que quelqu'un peut être enceinte presque à terme et avoir pas à la conscience le fait de l'être. Il y a quelque chose d'analogue, je pense, dans le déni auquel on fait face par rapport à la crise écologique. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, qu'il y ait une prise de conscience qui émerge. Alors si je parle de l'évolution d'Interenvironnement et d'IOE dans le temps, mais comme toute organisation, à partir du moment où elle réussit, elle s'institutionnalise. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui dans IOE, ce sont des experts. Et ce sont des gens qui sont dans des postures où ils interagissent par rapport au pouvoir, dans une relation qui est plus extérieure au pouvoir, qui est beaucoup plus à l'intérieur du pouvoir. Et parfois, on est un peu frustré parce que cette posture-là, c'est pas forcément une posture qui fait vraiment changer le monde. Si l'ensemble du système n'est pas prêt à changer, il faut ressortir du système pour aller le recritiquer de l'extérieur. Et comment est-ce qu'on peut être dans cette schizophrénie entre être dans le système parce qu'il y a des décrets, des choses qui bougent, et donc être dans la collaboration à l'intérieur du système, et à la fois être à l'extérieur du système et dire qu'il faut radicalement changer le système. Cette schizophrénie, il faut la gérer. Je ne pense pas qu'elle est impossible.
Je pense qu'elle est tout à fait gérable, mais il faut d'abord la reconnaître. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est de... Mais c'est difficile à faire, hein, c'est de mettre ensemble un certain nombre de causes. Et par exemple, d'avoir des alliances avec des mobilisations qui se font dans des associations autres qu'environnementales et qui sont aussi au service de changement de la société. Relier ce type d'initiative assez diverses, ça suppose de mettre des mots, en fait, tout simplement sur ce qui les rassemble. Et ça permet, je crois, de leur donner une plus grande force, parce que ça donne de l'énergie à ceux qui mettent en marche des initiatives comme celle-là, de se sentir partie prenante d'un mouvement plus large qui dépasse justement l'action singulière, tout en la valorisant. Durant ces années, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une grande professionnalisation qui s'est faite. Il y a beaucoup de personnes de valeur qui se sont engagées au niveau des associations, avec un bagage de connaissances très important. Et bien sûr, il y a Internet qui a fortement changé la donne, qui rend accessible des données très facilement. Dans les années 80 jusqu'aux années 90, la télévision était un peu le média par excellence de communication, et c'était une communication qu'on appellera verticale, c'est-à-dire voilà, des porte-paroles officiels donnaient de l'information et la population la recevait sans pouvoir y réagir. Les nouveaux médias sociaux permettent le débat entre les citoyens, et les outils que sont les médias sociaux aujourd'hui sont les plus utilisés par les associations parce que ce sont celles qui permettent la communication participative. Les moyens sont beaucoup plus grands, même si les gens sont beaucoup plus frustrés et ont beaucoup plus le sentiment d'avoir moins de moyens. Fondamentalement, ça c'est faux. Mais surtout, ce n'est pas les moyens qui feront la différence. C'est le fait qu'on puisse convaincre le reste de la société. L'avenir, c'est une course de vitesse aujourd'hui. Je pense que c'est ce que la COP21 a montré. Si dans les 20 ans, on n'a pas réussi à inverser la vapeur, à faire en sorte qu'on réduise effectivement les émissions de CO2 dans l'atmosphère, je pense qu'on va au-devant de grandes catastrophes comme la plupart des scientifiques le disent aujourd'hui. On ne peut pas être optimiste naïvement. Je crois que vouloir être optimiste pour être optimiste sans prendre acte de l'ampleur de la tâche à accomplir, ce serait vraiment être trop naïf. Soit on va dans des crises pire en pire, on passe par quelques guerres, et puis comme après la dernière guerre, on a installé la croissance comme modèle de développement, on installe un nouveau modèle. Bon. C'est plus intéressant si on parvient à éviter les crises dans une posture un peu plus de changement de paradigme plus rapide, où on installe quelque chose avant, et qu'on bascule, un peu comme la Renaissance l'a fait peut-être par rapport au Moyen-Âge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une guerre, mais voilà, on voit aujourd'hui la Renaissance comme la créativité, une inventivité à un moment donné. Et cette créativité-là prend quelque part le pouvoir sur un modèle qu'on abandonne. Il y a quelque chose de concret qui va se produire ou qui devrait se produire, c'est la transition énergétique qui va demander des changements très importants. On ne peut pas la dissocier d'autres questions importantes comme celle du chômage, comme celle de l'emploi, lorsqu'on voit le chômage notamment des jeunes, mais pas seulement des jeunes. Ce sont de nouveau des modèles à construire autour d'une façon de vivre qui, certains parlent de prospérité par exemple plutôt que de croissance, qui permettent d'avoir un bien-être, d'avoir une certaine équité et en même temps de protéger l'environnement. Et donc ça demande de rechanger un peu le logiciel, comme on disait, de la croissance et les idées de je consomme donc je suis heureux. Je dis très souvent, si je fais aujourd'hui un micro-trottoir dans la rue et que je demande aux gens est-ce que vous pensez que vos enfants vivront mieux demain, j'ai une majorité des gens qui pensent que non. La plupart des gens pensent que on va vers des choses plus difficiles. Ça c'est à la fois terrible, ça veut dire qu'il n'y a plus de foi dans le système et une opportunité colossale. Je crois qu'il faut vraiment prendre acte de l'ampleur, de la profondeur, des remises en question qui sont engendrées par cette crise écologique. Et alors sur cette base, garder une forme d'espoir.